Bonjour, j'ai le plaisir d'être avec Charles Saint-Pro. Vous êtes le directeur général de l'Observatoire d'études géopolitiques. Merci de m'accueillir dans votre bureau, Charles Saint-Pro, pour parler de ce sujet qui interpelle de nombreux Français, qui découvrent, pourtant on en a parlé, on essaye de faire de la pédagogie, mais on a le sentiment que ça passe pas dans l'opinion publique française, cette histoire du Sahara marocain, et qui semble découvrir maintenant en voyant dans certains journaux risque de guerre entre l'Algérie et le Maroc, et les gens ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Alors on va revenir sur ces grands éléments. D'abord ma première question, pensez-vous que le Maroc montre ses muscles en ce moment pour réaffirmer son autorité sur le Sahara, ou qu'il y a réellement un risque d'escalade jusqu'à l'option militaire entre le Maroc et le Polisario? Quand je dis le Polisario, on comprend que derrière, c'est l'Algérie. Oui, en fait, c'est l'Algérie, parce que le Polisario existe de moins en moins. Ça a toujours été un mouvement fantomatique qui dépend de l'Algérie, qui rassemblait quelques milliers de personnes. Aujourd'hui, il doit y avoir 2000 à 3000 combattants, militants au total. Donc c'est bien entendu l'Algérie qui est en cause, et je pense que ça, il va falloir le redire, parce qu'on ne résoudra pas le problème si on ne tient pas compte de ce facteur. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En 91, le Maroc a accepté la création d'une zone tampon entre l'Algérie, la Mauritanie et lui. Le Maroc avait construit un mur de défense face aux incursions des séparatistes qui à l'époque étaient soutenus par Cuba. C'était des militaires cubains, c'était des militaires allemands de l'Est, c'était des militaires tchèques, c'était tout un complot, c'était tout le communisme international qui était à la manœuvre. Bon. Et puis le Maroc a tenu, il a construit son mur de défense. En 91, le bloc soviétique étant devenu ce qu'il était, il n'avait plus les moyens, il n'existait plus d'ailleurs, donc le Polisario et l'Algérie ne pouvaient plus aligner les milliers de combattants cubains et autres. Et donc, il y a eu un cessez-le-feu, et le Maroc a accepté une zone tampon pour ne pas se trouver au contact direct de l'Algérie et de la Mauritanie, mais sans renoncer à ses droits. Cette zone tampon, c'est un no man's land, c'est-à-dire que les accords de 91 prévoient que ni l'armée marocaine ni les forces séparatistes ou les miliciens séparatistes n'interviendront dans cette zone. Or, depuis quelque temps, notamment dans la région de Guerguerat, qui est un peu la frontière, qui est la frontière entre le Maroc et la Mauritanie, tout à fait au sud du Sahara marocain, et qui est la porte d'entrée vers l'Afrique, et qui est aussi, je le dis toujours, la première ligne de défense de l'Europe face à tous les trafics, à tous les extrémistes qui pourraient venir de cette partie du monde, puisque les Marocains font un travail remarquable d'observation et de contrôle à cette frontière, aussi bien des matériels que des hommes. Eh bien, depuis quelque temps, dans cette petite zone de no man's land, des séparatistes du Polisario se sont infiltrés et ont créé des troubles. Alors, ils ont créé des troubles en attaquant des camions, en attaquant des touristes, enfin des touristes, des gens des Africains qui viennent au Maroc, et le Maroc était intervenu en 2016. Bon, le secrétaire général de l'ONU a demandé que le Maroc retire ses troupes en disant « Nous allons contrôler et nous allons faire en sorte qu'il n'y ait pas de violation de cette zone tampon ». Bien entendu, l'ONU n'a rien fait. Et les incursions des séparatistes ont continué, c'est de la provocation. Et donc le Maroc en est là, il constate qu'il y a toujours ces incursions, qu'il y a toujours ces menaces d'agitation, et donc il a dit soit l'ONU fait son travail, c'est-à-dire empêche les séparatistes d'intervenir, d'entrer dans cette zone, soit je ferai la police moi-même. Et il a donc mobilisé ses troupes, le Maroc a donc mobilisé ses troupes à cet effet. Bon, est-ce que ça veut dire qu'il y a un risque de guerre? Bon, le Maroc ne veut pas la guerre. Il est clair que le Maroc est un pays sérieux qui ne veut pas la guerre. Tout le monde, en revanche, est inquiet sur... bien entendu, le Polisario n'a aucun rôle dans cette affaire. C'est l'Algérie, c'est le régime algérien. Et tout le monde est inquiet sur ce qui se passe actuellement en Algérie. Il est clair qu'il y a une lutte pour le pouvoir entre des factions qui sont du même parti unique, mais qui veulent quand même chacune ravir le pouvoir quand Bouteflika mourra, ce qui ne saurait tarder probablement. Et donc, il y a un climat très 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 dangereux de surenchère entre les uns et les autres. Et on peut penser que
que ce régime, qui est un régime post-soviétique, qui est un régime totalitaire, qui est un régime rétrograde, qui est un régime qui a volé son peuple, peut se livrer à n'importe quel débordement pour rester au pouvoir ou par mesure de surenchère. Donc le danger réel, il est là. En réalité, on ne comprendrait rien aux problèmes qui se posent sans comprendre ce qui se passe en Algérie. Voilà. J'aimerais, Charles Saint-Preux, que l'on revienne quand même au début, à la genèse de cette histoire, pour comprendre ce qui se passe. On a parlé du Polisario, de la zone tampon. Beaucoup de gens aussi ne comprennent pas, ne signifient pas tout ce que cela signifie. On va revenir. Le Sahara, au moment du protectorat, et la partie du Sahara qui était espagnole, on l'appelait sur les cartes le Sahara espagnol. L'Espagne a quitté le Sahara, vous me corrigez si je me trompe. Il a quitté parce que le roi... Le Maroc a toujours revendiqué le Sahara, bien entendu. Sûr, parce que vouloir revendiquer, le reprendre. Puisque historiquement, la frontière naturelle du Maroc, elle est pratiquement jusqu'au fleuve Sénégal. Bien entendu. Alors, on a créé la France, par égarement, je le dis, a créé cette Mauritanie qui est un État pas viable et qui est un État où il n'y a aucun contrôle. Qui est un État anarchique. Bon, la vraie frontière du Maroc, c'est le fleuve Sénégal. Je vous disais, je parlais historiquement. Bon, maintenant, admettons, il y a une Mauritanie. La frontière du Maroc, elle est entre la Mauritanie et le Maroc. Elle est vers Guerguerat, elle est dans cette zone. Bon. Donc, le Maroc a toujours été présent dans cette zone, bien entendu. C'est d'ailleurs la seule nation qui est constituée en État-nation depuis plus de 12 siècles et qui a toujours été exprimer sa souveraineté dans cette région. Bon, alors, je voudrais rappeler que l'Algérie a de la convoite aussi cette région. L'Espagne, brusquement, a voulu tout faire pour essayer de conserver un droit de regard dans cette région. Et elle s'est trouvée en coïncidence, qui est d'ailleurs extrêmement rigolo, parce qu'on était à la fin du régime du général Franco, et l'Algérie, qui soutenait d'ailleurs l'ETA, les terroristes de l'ETA, il faut le rappeler, et qui était dans le bloc soviétique, s'est mis d'accord avec l'Espagne pour créer au Maroc des problèmes, c'est-à-dire de ne pas rétrocéder cette région. Et c'est là que le roi Hassan II a déclenché ce qu'on a appelé la marche verte, c'est-à-dire qu'il a invité la population pacifiquement à récupérer le territoire, et cette immense marche qui fait que le Maroc a récupéré son territoire et l'Espagne est partie. Ça devait être en 1976. C'était en 1975. Et donc l'Algérie a continué à ce moment-là à alimenter la fiction d'un mouvement séparatiste qui s'appelle le Polisario, qu'elle a créé de toutes pièces avec le bloc soviétique et qui a mené des actions militaires, enfin sous le couvert du Polisario. C'était, je le répète, les troupes cubaines, les Allemands de l'Est, les cadres tchèques, etc., etc. Ce qui est d'ailleurs très amusant, c'est que, en revanche, l'Union soviétique, la Russie qui tirait un peu les marrons, les ficelles de tous ces gens-là, n'a jamais reconnu le Polisario. Et encore aujourd'hui, la Russie ne le reconnaît pas. Mais c'était un jeu, en fait, il s'agissait d'appliquer la théorie de Lénine, de tourner l'Europe par l'Afrique, et puis de créer des problèmes à un Maroc qui était clairement dans le camp du monde libre face au bloc soviétique. C'était ça la raison. Et l'Algérie de Boumedienne était l'allié de la Russie soviétique et voulait aussi avoir un accès vers l'Atlantique et couper le Maroc de son hinterland africain. En fait, l'Algérie a le régime algérien a deux problèmes, a deux complexes. C'est la France et le Maroc. La France, pour les raisons qu'on connaît, on ne va pas revenir sur cette affaire, mais le Maroc, encore pire, parce que le Maroc est une vieille nation qui a 12 siècles d'existence, qui a une forte identité, et l'Algérie, il faut bien le dire, a été créée par la France. Il n'y avait pas d'Algérie avant que la France n'intervienne dans ces zones qui étaient des baies, plus ou moins des petites principautés, plus ou moins dépendantes des Turcs, etc. Bon. Et donc, il y a une haine et une jalousie à l'encontre du Maroc qu'on ne peut pas imaginer, notamment de la part du régime algérien qui n'a jamais été capable de définir l'identité de son peuple. Est-ce que c'est un peuple arabe? Est-ce que c'est un peuple musulman? Est-ce que c'est un peuple arabo-berbère? Je pense que ce régime, dans tous les échecs qu'il a eus, a aussi un échec identitaire. C'est-à-dire qu'il n'a pas donné une identité à son peuple et il ne se positionne que par rapport ou que face à deux pays qui sont la France
et le Maroc. Et donc, c'est dans les gènes du régime algérien, cette affaire de séparatistes au Sahara marocain. Le Polisario et le séparatisme a été créé par l'Algérie avec le soutien du bloc soviétique. Quand le bloc soviétique s'est effondré, le régime algérien a continué à faire marcher un peu comme le lapin du Racel. C'est sans fin. L'argent mis par le régime algérien dans la propagande, dans tout ce qui concerne la fiction de cette entité séparatiste est incroyable, puisqu'il y a des représentants de ce mouvement un peu partout dans le monde. C'est l'Algérie qui paye, bien entendu. Ils ont des bureaux, c'est l'Algérie qui paye. Et ils ont surtout des associations, compagnons de route, communistes, gauchistes et autres, qui sont aussi payés. Vous savez, il y a 600 associations pro-Polisario, pro-séparatistes en Espagne. C'est-à-dire qu'on a l'impression que quand un type est au chômage et qu'il ne sait pas quoi faire, il va frapper à la porte de l'ambassade d'Algérie en disant « je vais ouvrir une boutique ». Donc tout ça est lamentable parce que, bien entendu, ça a un coût. Ça a un coût financier, et pour l'Algérie et pour le Maroc, qui est bien obligé aussi de consacrer une importante partie de son budget à la défense. Ça a un coût parce qu'il n'y a pas du coup d'union du Maghreb sur le plan économique, il n'y a pas d'intégration économique, d'autant plus que le régime algérien ne veut pas qu'il y ait d'intégration économique. Car si on dit intégration économique, ça veut dire qu'il y a liberté de commerce, qu'il y a transparence. Or, ce régime est un régime prédateur qui vole à longueur de temps son peuple. Vous savez, en Algérie, il y a un général pour le pétrole, un général pour le sucre, un général pour les carottes, un général... Bon, et tous ces gens-là touchent des bakchiches, bien entendu. Donc, ils ne veulent pas que ça change. Je pense qu'il faut bien voir une chose, c'est qu'on a un régime qui est un régime prédateur, qui ne veut que rien change. Et pour que rien ne change, il continue à maintenir cette fiction du séparatisme contre le Sahara marocain, avec quelques complicités qui sont de moins en moins nombreuses, parce qu'il y a eu une époque où tout le bloc communiste aidant, plusieurs dizaines de pays avaient reconnu l'entité séparatiste. Aujourd'hui, il y en a 25 dans des pays aussi peu recommandables que la Corée du Nord, que le Venezuela, que le Zimbabwe, que Cuba. En fait, c'est toute l'arrière-garde des monstruosités du communisme qui soutient encore cette affaire. Et c'est pour ça que la communauté internationale a une grande responsabilité de ne pas taper ce poing sur la table et de ne pas dire à l'Algérie que ça suffit. Alors pour expliquer donc encore, cette zone, le Sahara, convoitée par l'Algérie, plutôt que l'Algérie y aille directement et tente d'envoyer son armée ou ses troupes, elle a créé ce mouvement indépendantiste, baptisé le Polisario, séparatiste, comme vous nous l'avez expliqué, donc entièrement financé par l'Algérie. Mais vient de se passer quelque chose. C'est que l'Algérie vient pratiquement de reconnaître, alors qu'avant l'Algérie faisait semblant, je dis bien semblant, de ne pas avoir trop de liens avec le Polisario, l'Algérie vient pratiquement de reconnaître ses liens avec le Polisario. Et le roi Mohamed VI du Maroc vient aussi de taper sur la table très fermement en disant que finalement c'est l'Algérie qui finance le Polisario, c'est l'Algérie qui arme le Polisario. On a l'impression que le jeu de dupes là, de l'Algérie est en train de s'effacer, c'est carrément Maroc contre Algérie que l'on discute. Oui, parce que la fiction séparatiste, c'est dégonflé. Voilà, c'est ce que je voulais... C'est le sens de ma question, Charles. C'est totalement dégonflé parce que les séparatistes, d'abord, il y a beaucoup de gens qui fuient les camps de Tindouf où quelques milliers de pauvres originaires de ces territoires avaient été parqués par les Algériens. Les militants eux-mêmes n'y croient plus beaucoup. D'abord, beaucoup ont vieilli et les jeunes ne sont pas prêts à se lancer dans cette affaire. Donc, l'Algérie est obligée de monter au créneau. Et c'est clair qu'aujourd'hui, il y a, comme toujours, il y a toujours eu une confrontation algéro-marocaine. Et je pense que la duperie, et ça on le constate encore dans le dernier rapport du secrétaire général des Nations Unies chaque année, le secrétaire général des Nations Unies, qui a un envoyé spécial pour le Sahara marocain. Actuellement, c'est M. Koller, qui est l'ancien président allemand.
chaque année, il fait un rapport qui est soumis au Conseil de sécurité et qui vote une résolution, qui suit ou pas ce rapport d'ailleurs. Et on voit dans ce dernier rapport que M. Guterres, qui est pourtant un homme éclairé, plus que son prédécesseur, fait de la haute voltige et de l'équilibrisme, c'est-à-dire qu'il ménage la chèvre et le chou. Je pense que c'est très malsain. C'est très malsain, et lorsque M. Guterres invite l'Algérie à s'investir davantage pour... Bon, ça veut dire que, bien entendu, il dit bon, il faut négocier, enfin, c'est un problème algéro-marocain, mais il ne le dit pas clairement, et il laisse quand même à l'Algérie une possibilité de dire « Ah, mais nous, on n'est pas concernés ». Je pense que tout cela est très mauvais, et je pense qu'il est temps que les puissances... Parce que l'ONU, les Nations Unies, ce n'est pas M. Koller, l'envoyé spécial du secrétaire général pour le Sahara marocain. Ce n'est pas le secrétaire général qui n'est... L'ONU, c'est d'abord les 5 membres permanents. C'est d'abord les nations, c'est les États. Et les 5 membres permanents. Et c'est le Conseil de sécurité, et c'est les 5 membres permanents. Aucun de ces 5 membres permanents, je le précise, je le redis, ne reconnaît l'entité séparatiste. Et tout le monde, in fine... Même la Chine, bien entendu, même la Russie. Bien entendu, parce qu'ils ont aussi des problèmes de séparatisme. Et donc ils savent très bien, le danger qu'il y aurait. Donc ni la Russie ni la Chine ne veulent entendre parler de séparatisme. Et ni la France. Alors la France a toujours soutenu le Maroc, et j'espère qu'elle continuera à le soutenir. Historiquement, mais ce que je veux dire, même si la France se mettait à prononcer ce mot, que diraient nos amis bretons et corses. Bien entendu. Et donc tout le monde sait que c'est une duperie. Tout le monde sait que c'est un vieux conflit artificiel créé par l'Algérie et qui n'a plus aucun sens. Donc je pense que, nonobstant ce rapport du secrétaire général, qui est nègre-blanc, qui est de l'équilibrisme et qui ne permet pas. Et alors il dit le conflit du Sahara n'a que trop duré, il faut y mettre un terme. Alors, tout le monde est d'accord. Il enfante une porte ouverte. Mais maintenant, c'est aux grandes puissances, c'est aux puissances de prendre leurs responsabilités. C'est-à-dire les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, la Russie et la Chine. Il est temps de dire ça suffit, il faut une solution. D'autant que cette solution elle existe. Le Maroc a proposé un plan de sortie de crise, qui est un plan d'autonomie. Il garde bien entendu le contrôle militaire du territoire, mais il accorde à ces régions, qui sont assez particulières, puisque c'est le Sahara, une large autonomie. Je crois que l'intelligence et la sagesse voudraient que l'on se précipite sur le plan marocain pour mettre un terme à un conflit qui n'a que trop duré. Toute cette région sahélo-saharienne est aujourd'hui en ébullition. C'est un danger absolu, on sait ce qui se passe au Mali, la Mauritanie n'est pas contrôlée, le Niger est en danger, l'Algérie peut exploser d'un jour à l'autre. Bon, donc on n'a quand même pas besoin de ce conflit artificiel, stupide, qui menace la stabilité de la région et qui menace aussi la stabilité de l'Europe. Il faut des pays européens, il faut bien être clair. Bon, donc je pense qu'il serait temps de dire que cette affaire doit cesser et d'adopter le plan d'autonomie marocain pour mettre un terme à un conflit qui, je le répète, est un conflit artificiel et un résidu de la guerre froide. Alors Charles Saint-Pro, vous êtes le directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques et on parle évidemment de ce conflit dont on parle beaucoup depuis quelques jours entre le Maroc et l'Algérie. Vous avez notamment récemment publié un mémento de la question du Sahara marocain avec d'autres experts, notamment Christophe Boutin et Jean-Yves Decara. Charles Saint-Pro. En 4 langues en plus, pratique. Il est en anglais, en espagnol, en arabe et en français. Et on vient de le présenter au Parlement européen. Voilà. La presse marocaine, Charles Saint-Pro, va jusqu'à écrire: la guerre n'a jamais été l'option privilégiée du Maroc pour régler ses différends, mais aujourd'hui, force est de constater que la situation semble ne laisser au Royaume que le choix d'une position offensive, ressentie dans les déclarations de ses officiels. Ça va loin. Oui, alors bon, il faut toujours se méfier de ce qu'écrit la presse, voilà, et puis la presse marocaine est très patriotique, donc elle en rajoute peut-être un peu. Bon, le Maroc, je le redis, c'est une vieille nation, et il a la sagesse des vieilles nations. C'est qu'il sait très bien qu'on ne résout pas les problèmes par une guerre, que les guerres
défensifs sont toujours justifiés, bien entendu, mais que ce n'est jamais la meilleure solution pour résoudre des problèmes. Le Maroc, d'ailleurs, a proposé, je le répète, ce plan d'autonomie, le seul plan aujourd'hui de paix sur la table, c'est le plan marocain. Hein, il existe. Donc le Maroc voudrait privilégier la solution diplomatique. Mais il ne peut que constater qu'il y a de la part de la partie algérienne, puisque je ne dis pas qu'il y a de partis séparatistes, ils n'existent pas, ce sont quelques dizaines de cadres qui sont tous des agents de la sécurité militaire algérienne et quelques centaines de pauvres combattants qui ne savent pas pourquoi ils combattent d'ailleurs, et d'ailleurs qui combattent rien. Bon, donc c'est l'Algérie qui est en cause. Eh bien, le Maroc voudrait tout à fait mettre un terme à cette affaire parce que ça envenime les relations entre les deux pays. On sait que des événements comme ce qui s'est passé à Hoceima ou dans certaines petites villes qui ont des problèmes économiques graves au Maroc, ont été attisés par des agents algériens. Il y a une déstabilisation constante, une volonté de déstabilisation constante du régime algérien contre le Maroc. On a l'impression que ce régime, qui a tant de problèmes à l'intérieur, qui est quand même au bord de la faillite, avec un pétrole à $40, alors qu'il lui faudrait un pétrole à $120 pour boucler ses fins de mois. Ce régime qui est moribond n'a qu'une obsession, c'est d'embêter le Maroc, et ça devient parfaitement ridicule. En conclusion, ce qui m'inquiète le plus dans votre analyse, Charles Saint-Pront, vous dites évidemment, il ne faut pas avoir peur du Maroc, qui est une nation responsable. La guerre ne sera jamais utilisée par le Maroc, sauf en dernier recours. Comme s'il est attaqué, évidemment, oui, non, mais je vous dis, sauf en dernier recours. Mais ce que je crains le plus... Il défendra, mais je dis, il gagnera comme il a toujours gagné. Oui. Parce qu'en 63, le Maroc a gagné. En 75, il a gagné. Et dans les années 80, eh bien, il a fini par gagner. Alors, ce qui m'inquiète le plus maintenant, c'est la situation en Algérie, avec ce jusqu'au-boutisme, cette situation de guerre des clans, où là, finalement, ils n'ont rien à perdre. En fait, le régime est à bout de souffle, donc il n'a rien à perdre. Ce que vous... et effectivement, un régime à bout de souffle, un régime totalitaire, qui a autant volé, car il a volé son pays d'une façon qu'on ne peut pas imaginer. Et si l'Algérie est dans l'état lamentable qui est le sien aujourd'hui, c'est bien parce que son régime n'a rien fait non seulement pour son développement, mais qu'en plus il a volé les dividendes du pétrole qui étaient énormes. Or aujourd'hui, l'Algérie avait 3 ans de réserve financière. Ils ont, depuis la chute du prix du baril, ils ont tapé dans ces réserves. Et aujourd'hui, il n'y en a plus. L'Algérie va devoir se réendetter. Elle va devoir passer sous les fouches codines d'un certain nombre d'institutions internationales. Et donc, ce régime est vraiment moribond. Et soit ce régime s'en va et laisse la porte à une nouvelle Algérie qui pourrait se développer et ce que tout le monde souhaite, soit ce régime va s'enfermer dans l'aventure et dans le jusqu'au-boutisme avec tous les dangers que ça comporte. Vous avez un pays où 80% des jeunes sont au chômage. Et quand on dit 80%, ça veut dire pratiquement tout le monde, parce que bon, je ne vois pas ce que font les 20 autres %, sauf ceux qui sont dans la police et dans l'armée. Bon, vous avez un pays où il n'y a pas de perspective d'avenir. Chaque jeune Algérien n'a qu'une idée, c'est traverser la mer et de venir soit en France, soit en Belgique, soit au Canada, soit en Australie, soit sur la Lune, mais n'importe où, sauf en Algérie. C'est un fiasco total. Vous avez des irrédentismes qui se sont réveillés parce que ce régime n'a jamais su faire l'unité nationale. Donc ce régime est vraiment très menacé et l'Algérie est très menacée. Et le problème, c'est que lorsque vous avez un État voyou, lorsque vous avez un État qui est un État prédateur, il peut se lancer dans n'importe quelle aventure. Il s'est déjà lancé dans des aventures, parce qu'il faut se souvenir que des élections qui avaient donné une majorité au parti islamiste, qui n'était pas un parti terroriste, ont été cassées le fils a été cassé par l'armée, qui a déclenché une guerre civile artificielle qui a fait 200 000 morts. Le régime algérien est prêt à se battre jusqu'au dernier Algérien pour rester au pouvoir. Et il s'en fiche s'il y a encore 200 000 morts, 300 000 morts, 400 000 morts, du moment qu'il reste au pouvoir, du moment qu'il continue à être à ce régime prédateur, dont d'ailleurs on sent
les prémices de la fin, parce qu'il y a de plus en plus de ministres algériens et de cadres algériens qui achètent des appartements à Paris. Moi, j'habite dans un quartier peu proche d'ici, où j'en vois à peu près un par mois, et ils mettent d'ailleurs leurs enfants, ce qui est d'ailleurs assez hallucinant, dans les écoles catholiques privées. Donc, on voit à peu près la sincérité de ces gens-là. Merci Charles Saint-Pro. Et voilà, vous êtes incontestablement celui qui connaît le mieux le monde arabe. Vous avez travaillé avec Yasser Arafat, dont vous avez été le conseiller. Vous travaillez avec Saddam Hussein, qui était votre ami. Oui, voilà, j'en suis fier. Avec d'autres chefs d'État, hein, vous êtes en contact même régulier, en Égypte, au Maroc, d'autres. On vous connaît vraiment dans tout le monde arabe. Et vous êtes vraiment celui qui connaît le mieux cette question. Merci de nous en avoir parlé, Charles Saint-Pro. Vous êtes le directeur de l'Observatoire d'études géopolitiques. Vous publiez de nombreux ouvrages. On va sur vos sites, on les retrouve très facilement, notamment ce mémento de la question du Sahara marocain. Et on a parlé de ce sujet d'actualité, à savoir la tension qui est à son paroxysme, qui est à un degré très élevé entre le Maroc et l'Algérie. Y a-t-il un risque de guerre? Pourquoi? Comment? Que peut-il se passer? Vous avez répondu à toutes ces questions. Merci, Charles Saint-Pro. Merci.